Alors, salut tout le monde, bienvenue dans cette petite édition. C'est pas vraiment un web journal, mais c'est surtout pour reprendre contact avec le public de Radio-Québec après ce qui s'est passé. On va attendre un petit peu, voir si les gens rentrent dans la boîte des commentaires. Je suis... Voilà, les voilà. Alors, voilà, donc, peut-être quelques réflexions sur une couple de sujets, aussi annoncer quelques trucs. Donc, une petite vidéo simplement pour reprendre contact avec vous après le coup de massue d'il y a quelques temps, de la semaine dernière, alors que nos comptes Facebook et YouTube ont été fermés, comme beaucoup d'autres, comme énormément de comptes pro-Trump. Alors, ce qui se passe présentement, c'est que les géants de la technologie ont mis tout leur poids dans la balance afin d'empêcher la réélection de Donald Trump. On savait qu'en 2016, c'était les médias qui avaient été complètement cooptés par le camp Hillary Clinton. Julian Assange avait rendu public une liste d'à peu près une soixantaine, 70, peut-être même 80 journalistes de tous les grands réseaux, CBS, NBC, CNN, New York Times, etc., qui collaboraient de façon étroite avec la campagne d'Hillary Clinton. Donc, Trump s'était servi des médias sociaux sur Internet pour obtenir la victoire. Eh bien là, cette fois, ils se sont dit, et ça a été révélé dans des clips de Projet Veritas, là, des caméras cachées, les personnes de Google ont dit, à Google, ça pleurait dans les corridors, et ils se sont dit chez Facebook, etc., plus jamais. Alors, on voit maintenant qu'ils ont fait tomber le marteau sur les comptes pro-Trump, les comptes en justifiant, je veux dire, en accusant certains des pro-Trump d'être, certains de ces comptes-là d'être des sites de conspiration, QAnon, d'être très dangereux, etc. Donc, en construisant un narratif totalement farfelu, exactement comme cette histoire de collusion avec la Russie. Là, rappelez-vous, là, ceux qui disent que QAnon est un truc très dangereux, là, ce sont les mêmes qui vous ont dit que Trump était un agent russe. Donc, ce sont pas des journalistes, des personnes, des sources d'informations très crédibles. Ils ont un agenda politique à passer. Ils inventent n'importe quelle histoire afin de faire passer leur objectif politique. Ils vont vous étiqueter, ils vont déformer vos propos, vont construire un homme de paille, ne répondront jamais sur le fond. Et c'est contre ça que Donald Trump se bat, hein. Il l'a dit, il le disait en 2016 dans ses messages de campagne, des messages de campagne que vous avez probablement tous vus, là. I'm fighting the DC establishment, the corrupt media and special interest, hein. Donc, tout le marais américain, incluant les médias, les lobbies, les politiciens corrompus, etc. Mais cette élection-ci, ça inclut les géants de la technologie. Les géants de la technologie se sont mis de la partie, se sont ligués contre Trump. Je rappelle que les géants de la technologie, ce sont les géants de la technologie, ce sont, il y a des gens qui disent que ça coupe. C'est ça. Si ça coupe, fait juste rafraîchir la page. Donc, les géants de la technologie se sont présentés devant le Congrès américain lors de plusieurs audiences en disant nous ne gérons pas les contenus des personnes. Nous sommes juste des plateformes de diffusion. Nous ne sommes pas des éditeurs. Nous ne sommes que des plateformes comme l'Agora publique. C'est-à-dire que Facebook, YouTube, etc. ont été dire devant les congressistes américains qu'ils étaient essentiellement comme des applications de messagerie. Comme Messenger, comme Apple FaceTime. Comprenez? Donc, juste comme des lieux d'échange. Mais là, ils sont devenus beaucoup trop puissants. OK? Et c'est comme si là, ce qu'ils sont en train de faire lors de cette campagne électorale-là, c'est comme si, par exemple, FaceTime de Apple écoutait votre conversation puis disait, tu sais, fermez ton compte FaceTime d'Apple parce que tu as dit un mot X. Même chose avec, je sais pas quel logiciel de courriel vous utilisez. C'est comme si les logiciels de courriel identifiaient certains mots dans vos courriels et vous barraient de vos courriels parce que vous avez utilisé certains mots. Parce que c'est ça qu'ils ont dit, les géants de la technologie. Ils ont dit, nous n'intervenons pas dans les contenus
nous sommes des plateformes et ils ont eu des garanties du Congrès en échange de cette neutralité. Clairement, cette fois-ci, ils ont mis leur poids dans la balance et d'ailleurs, la fermeture des comptes pro-Trump, des comptes les plus intelligents, les plus sophistiqués politiquement, en faveur du président Trump, qui connaissent bien l'action du président, qui sont capables de décoder l'action du président, eh bien, ces comptes-là ont été fermés. Et je pense, moi, que cette action du président Trump qui vise à briser Google, le département de la justice a annoncé qu'il lançait une opération antitrust, anti-monopole contre Google, parce que Google est dominant sur les moteurs de recherche et influence aussi le vote par les algorithmes de recherche. Si vous tapez, par exemple, QAnon, admettons, dans Google, vous allez trouver genre 20 pages, les 20 premières pages, les 30 premières pages, si c'est pas toutes les pages, ça va juste être des articles d'attaque des médias traditionnels contre QAnon qui déforment le sens de ce que c'est. Et là, alors si vous dites ça à un de vos proches, vous dites, vous donnez des mots-clés, par exemple Jeffrey Epstein ou des trucs comme ça à vos proches, ils vont faire une recherche sur Google et là, ils ne tombent que sur la version médiatique, c'est-à-dire sur la propagande des médias là-dessus, le spin ou le contre-spin des médias. Alors, donc, Trump qui a dit, en réplique, selon moi, à cette fermeture des comptes sur Google, les comptes pro-Trump, je pense que le département de la justice a déposé cette action contre Google afin de briser le monopole. Antitrust, ça veut dire la fragmenter là, en diverses entités. Ce qui est majeur. Cependant, tout ça ne va arriver qu'après l'élection. Encore une fois, cette élection-là, il y a tellement en jeu dans l'élection, puisque tous les résultats de l'enquête Durham sur quand Trump dit lors du dernier débat, il disait « Nous les avons pris en flagrant délit de trahison, nous les avons sous enregistrement. » Comprenez, c'est comme s'il disait, là, on a une vidéo de quelqu'un qui tire sur une autre personne, nous les avons sous enregistrement, mais tout ça est reporté à après l'élection. Même chose avec l'annonce du dépôt d'une mesure antitrust sur Google, c'est reporté à après l'élection, les arrestations sont reportées à après l'élection, etc. Et ce qui est paradoxal dans tout ça, c'est que quand on regarde Trump faire ses discours, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder Trump faire ses discours, il est tellement confiant, c'est comme, je vous garantis, il dit par exemple, il y a 2-3 jours, il disait, si vous votez pour Joe Biden, ce sont ceux qui sont en train de mettre vos villes à feu et à sang, c'est-à-dire les Antifa et Black Lives Matter qui vont se retrouver à la Maison-Blanche. Hein? Mais il dit, inquiétez-vous pas, ça n'arrivera jamais. Et il exude une confiance incroyable et l'ensemble des mesures du marteau Trump est reporté après l'élection et c'est ça, c'est comme si j'avais eu tort sur Joe Biden et que Trump savait que Joe Biden allait finir la course et que c'était gagné. Parce que si Joe Biden se rend jusqu'au 3 novembre, ça va être un raz-de-marée rouge. C'est Trump qui va gagner, c'est Trump qui va rentrer. Les démocrates ne peuvent rentrer aux États-Unis qu'avec de la fraude électorale et des sondages trompeurs. S'il n'y a pas de fraude électorale, Trump rentre. Et il exude énormément de confiance. Alors, est-ce qu'il a fait quelque chose? Est-ce qu'il a fait en sorte que Joe Biden est obligé de se rendre jusqu'au fil d'arrivée et qu'ils ne pourront pas le remplacer? En tout cas, il semble très confiant. Et contre Biden, c'est gagné. Voilà. Alors, je rappelle que les enjeux de cette élection sont énormes. Parce que si Joe Biden rentre, c'est essentiellement la fin du système d'étonation. Hein. Si on passe au gouvernement mondial, là, celui que vous voyez qui est en train d'opérer dans tous les pays qui sont coordonnés par une espèce d'instance internationale, la souveraineté des États est suspendue, tout le monde se couche devant le nouvel ordre sanitaire.
Ça prend de... je veux dire, c'est ça, il y a plus d'opposition dans aucun des pays, ni en France, ni au Canada, etc. Et donc, c'est ça l'enjeu de cette élection-là, c'est est-ce qu'il va continuer à y avoir une humanité après? Un système d'étonation où on va rentrer dans un gouvernement mondial. Et là, imaginez, là, avec le niveau de censure qu'on a actuellement, le niveau de censure qu'on a présentement, c'est-à-dire que ces géants de la technologie, là, premièrement, on nous empêche de nous rassembler. On n'a pas le droit d'être dans la rue là, à plusieurs. Il faut garder nos distances. On ne peut pas se parler. On ne peut pas avoir de réunions de famille. Mais on ne peut pas non plus discuter des choses sur Internet. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est un contrôle total du champ de l'information. Ni les contacts interpersonnels sont interdits. Les réunions familiales sont interdites. Je veux dire, donc, il y a cette idée de la distanciation sociale et du masque qui fait en sorte que tout le monde vit dans des bulles. On s'entend, c'est ça que je veux dire. Et les réunions familiales sont interdites. On nous a demandé de faire un effort, et là, tout le monde a fait un effort pendant un mois, et on a même arrêté les manifestations et tout. Et là, ils font juste serrer la vis davantage. Vous comprenez que c'est l'essence même de la tyrannie, mentir à la population, resserrer les mesures, etc. Alors, d'un côté, ils nous empêchent de nous rassembler, mais aussi ils nous censurent sur les réseaux sociaux. Alors là, c'est un système de contrôle de la parole et de la pensée totalitaire. Ils ont censuré les tweets du président Trump. Ils ont bloqué le compte, Twitter a bloqué le compte de la porte-parole de la Maison-Blanche. Pouvez-vous imaginer ça? Ils ont aussi fermé le compte d'un des responsables de l'administration Trump sur le coronavirus. Kayleigh McEnany, la représentante, la porte-parole de la Maison-Blanche, le porte-parole de la Maison-Blanche sur le COVID, le docteur Scott Atlas, qui dit qui s'est fait bloquer de Twitter parce qu'il disait que les masques n'étaient pas efficaces. Donc, essentiellement, ce que l'Institut national de la santé publique ici a admis au Québec. Twitter l'a fermé. Et ils vont bloquer tous ceux qui disent qu'il y a un remède à cette épidémie. Tous ceux qui disent que qu'on peut guérir ça avec pas nécessairement des traitements, mais avec toutes sortes de... Je veux même pas rentrer dans les détails parce qu'ils vont fermer mon compte Twitter, là, j'ai l'impression. Mais que ça se gère, un système immunitaire. Et donc, c'est ça, il y a cette espèce de dévoilement des intentions de ces géants de la technologie-là qui penchent tous d'un bord. Et là, ils le font sous Trump. Imaginez qu'est-ce que ça va être, la liberté d'expression, si c'est Biden qui rentre et qui devient le président des États-Unis. C'est la fin de la liberté d'expression, c'est la fin du système d'étonation, c'est la fin de la liberté d'expression. On va juste avoir une apparence de démocratie. Ça va être un système de pensée unique. Ça va être... comme dans 1984, le parti unique, toutes les partis d'opposition vont être grosso modo d'accord. Langue socle, là, comme dans 1984, avec la novlangue et tout. C'est ça, Joe Biden. C'est ça. Et donc, la seule option de vous demander des fois pourquoi on est pro-Trump, on est ici au Québec, ou on est ici en France, ou en Belgique, en Suisse, ben c'est parce que c'est ça que ça représente pour l'avenir de l'humanité. Il y a pas de... Il n'y a pas de retour de cette élection-là. On est comme un peu à la fin de l'histoire, comme disait Francis Fukuyama, mais pas dans le bon sens. C'est-à-dire que si Trump passe, on va continuer, on retourne sur des bases plus saines, avec plus de liberté, etc. Les coupables vont payer, il va y avoir un nettoyage du marais, etc. Alors que si c'est Biden, c'est le nouvel ordre mondial, le nouvel ordre sanitaire, la puissance 1000. Ils ont déjà commencé à le déployer, vaccination forcée et tout, voilà. Alors, donc, Trump qui se bat contre l'État profond, contre les politiciens corrompus, les réseaux pédophiles, les fake news et les géants de la technologie, exactement comme notre combat ici à Radio-Québec, ce qui nous a valu d'être barrés. On s'attaque à nous. Là. Ce qui s'est passé, il y a des Français qui sont peut-être pas au courant, des Belges, des Suisses qui sont peut-être pas au courant, il y a eu un matraquage sur Radio-Québec. En fait, on pourrait presque dire, vous me corrigerez, là, le plus gros matraquage médiatique de l'histoire politique du Québec. On n'a jamais déployé autant d'efforts afin de torpiller quelqu'un que ce que les médias ont fait depuis quelques semaines, depuis même quelques mois avec Radio-Québec. Mais ça ne marchera pas.
Ça marchera pas parce qu'ils sont en perte de vitesse et que nous avons le momentum, même si c'est un recul présentement parce qu'il y a des abonnés qui ne reviendront pas nécessairement, là, mais on va revenir en force. Alors, dites-vous que c'est ça, que ce qu'ils ont fait à Radio-Québec, ils ont construit un homme de paille, ils ont mis des arguments dans notre bouche, ils ont produit notamment le documentaire d'enquête qui, paradoxalement, m'attribue la montée de la tension au Québec alors que on va en parler, je ferai un truc spécial là-dessus, là. Alors que je n'ai pas arrêté d'appeler au calme. Vous comprenez que c'est paradoxal qu'une journaliste sélectionne, édite mes clips, je veux dire, m'attribue une part de responsabilité du climat de la tension au Québec, alors qu'elle ne fait aucune mention de tous mes appels au calme. Il n'y a pas un vice journalistique ici. Voilà. Alors, je rappelle aussi que j'ai accepté toutes les propositions de discussion saines et raisonnables avec les Sophie Durocher, Bernard Drainville, Guy Lepage, etc. Et ce sont ces gens-là qui ne veulent pas discuter. Hein, on dit pédosatanisme, tu sais, c'est un fou, on veut pas discuter avec lui. C'est bizarre parce que à des endroits comme en France, on en parle de l'affaire Epstein et de la pédophilie. Aux États-Unis, on en parle. Les médias essayent de cacher ça. Il y a seulement certains médias qui osent en parler, mais c'est une réalité, le fait que partout dans le monde, l'État profond utilise des situations compromettantes, dont la pédophilie, pour réussir à contrôler les politiciens. C'est pour ça qu'on dit finalement toujours que on vote pour un, on vote bleu, on vote rouge, puis ça change jamais. C'est parce que, tu sais, en fin de compte, ils sont contrôlés. Regardez comme au Québec, la CAQ, on pensait qu'on avait voté pour un parti qui défendait les Québécois, là, minimalement nationaliste, puis on se retrouve avec le gouvernement mondial. Est-ce qu'on a voté pour ça? Alors, il n'y a pas de liberté d'expression. Je vous montre ici, je vous montre un clip en France sur l'affaire Epstein, c'est-à-dire sur l'influence des réseaux pédophiles dans les cercles politiques, etc. Ça vient du Parisien, c'est un peu... elle va pas au fond des choses, mais au moins on en entend parler en France, où on en a entendu parler l'année dernière, alors qu'au Québec, c'était le silence absolu. L'histoire est digne d'un polar. Un millionnaire américain, accusé de trafic sexuel, est arrêté par le FBI et retrouvé mort, pendu dans sa cellule. Mais l'histoire est bien vraie, elle se déroule aux États-Unis et la France pourrait avoir un rôle important à jouer dans cette affaire. Jeffrey Epstein était prof de maths avant de faire fortune dans la finance. Au fil des années, l'homme se met à fréquenter des personnalités très connues comme le prince Andrew, Bill Clinton ou encore Donald Trump. Avant sa mort, le millionnaire est accusé de trafic sexuel et de viol sur mineurs. The charges allege that Epstein sexually abused young girls by enticing them to engage in sex acts for money. Il aurait rémunéré de très jeunes filles pour des massages dénudés et des actes sexuels. Il aurait aussi organisé des orgies dans ses luxueuses propriétés, au point que l'île qu'il possédait aux Caraïbes était surnommée par les médias américains l'île des pédophiles. Et si le millionnaire aimait poser ses valises dans les Caraïbes, il se rendait aussi très fréquemment en France. En 2018 et 2019, Jeffrey Epstein aurait effectué pas moins de 11 allers-retours entre New York et Paris, d'après le site américain Insider. Et quand il arrivait à Paris, l'homme d'affaires débarquait dans son très chic pied-à-terre au 22 de l'avenue Foch. Un immeuble cossu de 2300 mètres carrés, décoré de portraits de femmes nues, d'après le journal Libération. Cet appartement, qu'il avait acheté en 2002, pourrait avoir abrité les activités illicites dont on le soupçonne et lui permettait de recevoir le tout Paris. Car l'homme d'affaires connaissait du monde dans la capitale française. C'est ce qu'on découvre dans le répertoire d'Epstein, révélé par un de ses anciens majordomes. Dans ce petit livre noir, on trouve beaucoup de noms de Français. Parmi eux, des industriels, des avocats, des décorateurs, mais aussi des masseuses auxquelles Jeffrey Epstein faisait appel quand il était à Paris. On peut lire les prénoms de Nadia, Déborah ou Laetitia, mais dans ce répertoire, c'est surtout un nom qui nous interpelle, celui de Jean-Luc Brunel. Jean-Luc Brunel est peu connu du grand public, mais très connu dans le monde de la mode car il dirigeait des agences de mannequinat à Paris. L'homme est accusé de viol et il est aussi soupçonné d'avoir contribué au trafic mis en place par Jeffrey Epstein en lui fournissant des filles pour alimenter son réseau. Et en échange,
L'Américain aurait investi dans les sociétés de mannequinat de son ami français. Déjà interrogé en 2015 sur ses activités, Jean-Luc Brunel a nié toutes ces accusations. Et à l'heure où je vous parle, il est introuvable. Il ne serait pas le seul Français à avoir contribué au réseau de Jeffrey Epstein. Ghislaine Maxwell est née en France, mais elle est aussi britannique et américaine. En fait, c'était l'amie la plus intime de Jeffrey Epstein, à un moment c'était même sa compagne, et certains la soupçonnent d'avoir été sa collaboratrice. Ghislaine Maxwell aurait participé, voire organisé son réseau international d'exploitation sexuelle de jeunes filles. Elle aurait été chargée de les recruter et de les former pour satisfaire les désirs de Jeffrey Epstein. En France, depuis fin juillet, 10 personnes se sont signalées auprès de l'association Innocence en danger. Elles se présentent soit comme victimes, soit comme témoins de faits de violences sexuelles, certaines mettant en cause Jean-Luc Brunel, l'ami français du millionnaire américain. Bon, c'est un petit topo, mais au moins on en parle. Ici, on en a pas parlé. Il y a des histoires comme ça. Hein. Ceux qui se rappellent l'affaire Scorpion dans la ville de Québec en 2008, je pense, une histoire de pédophilie qui impliquait des juges, des politiciens, une partie de la Haute-Ville. Mais c'est ça, c'est que les élites mondialistes ne peuvent pas se permettre d'avoir un média comme Radio-Québec sur les ondes qui influencent la population. Et notre popularité a été incroyable. On est devenu essentiellement une menace pour les mondialistes au Québec et ailleurs dans le monde. Et c'est la raison pour laquelle ils ont frappé très fort. Donc, encore une fois, quand on parle de ces choses-là, comme on fait à notre habitude à Radio-Québec, on s'appuie sur des sources officielles. Quand on a parlé de la pédophilie dans le monde politique britannique, encore une fois, on a utilisé juste des sources de journaux. Le problème, ce que les gens n'aiment pas, c'est qu'on permet à nos auditeurs de faire des liens. Ici, on n'en entend pas parler du scandale de pédophilie en Angleterre. Ça a été gigantesque. Ça a impliqué quelque chose comme 1/3 du Parlement anglais. Il y a comme, une très grande partie des députés qui étaient impliqués là-dedans, selon certaines sources, là. Et on dit même que ça remontait jusqu'à Buckingham Palace et que quand ça remontait, vous le savez, là, notamment le Prince Andrew. Mais il y a plus que ça, c'est-à-dire que c'est, en tout cas, c'est pas un web journal là-dessus, c'est pas un commentaire là-dessus, mais c'est-à-dire que ces choses-là existent, elles sont documentées par les médias, ils ne veulent pas que vous fassiez des liens entre ce qui se passe aux États-Unis avec Jeffrey Epstein, en France avec l'affaire Dutroux, avec la pédophilie britannique, etc., les soupers, les spirit cooking dinners, etc. Nous, on fait sortir la nouvelle et ils ne peuvent pas accepter ça, surtout qu'il y a un effet monstre et on s'appuie, on n'est pas des hurluberlus à Radio-Québec, on s'appuie sur des sources médiatiques pour le faire. C'est ça qu'ils aiment pas. Il y a des gens qui peuvent parler dans le beurre puis sortir des théories. Nous autres, on sort pas des théories, on s'appuie sur leurs propres sources. On fait des liens, c'est ça qu'ils aiment pas. Voilà. Alors, donc ça, c'est pour ce qui est en train de se passer. Donc, ils sont en train de censurer, de nous donner un avant-goût de ce nouvel ordre mondial, hein, avec des mesures sanitaires contraignantes, le contrôle social absolu, censure. Donc, c'est pas seulement qu'il y a du contrôle social, avec toutes les mesures ridicules là, de porter des masques pendant qu'on baise, etc. Là, tu sais, il y en a. Embrigader les enfants là-dedans alors qu'ils n'ont rien à voir, détruire l'économie, ils sont en train de détruire l'économie alors que c'était, comme le disait le docteur Bernier, là, c'est essentiellement une maladie de résidence de personnes âgées. La COVID, là, c'est une maladie de résidence de personnes âgées. Et là, il faudrait trouver la responsabilité de l'État là-dedans. Alors, mais il y a un plan économique derrière ça. On parle de reset économique. Il y a aussi il le mentionne partout. Reset économique complet du capitalisme. Il y a plein de personnes qui en ont parlé. J'ai souvent le clip, puis je le perds. Reset économique, renflouage des pharmaceutiques. On détruit l'économie nationale, les économies nationales, sauf qu'on veut renflouer les pharmaceutiques. Qui a intérêt à tout ça? Voilà, donc, et aussi la question du dossier de l'identité numérique. Ils sont en train de nous préparer le nouvel ordre mondial, essentiellement. Okay? Alors, ça va ressembler à ça. Nous autres, on dénonce tout ça. Ils peuvent pas se permettre d'avoir une radio indépendante comme Radio-Québec qui met le doigt, comme dit l'annonce de Robax A7, là où ça fait mal.
Right? Alors, voilà, donc, on va continuer. On va devenir indépendant de leur système de contrôle. Il y a potentiellement un site Radio-Québec qui va venir. Présentement, côté finance, on peut pas se permettre un site Internet, mais éventuellement, ça va nous prendre ça aussi. Un site Internet Radio-Québec totalement indépendant, où est-ce qu'on pourra publier nos vidéos, nos sources, il y aura des archives et tout ça. On va voir comment ça remonte. Là, pour l'instant, on est en train de s'établir, de se solidifier. Je vais vous inviter à venir nous rejoindre sur d'autres sites. Donc, on remplace YouTube par Odyssée. Odyssée. Là, malheureusement, j'ai pas... attends une minute. J'ai pas le logo d'Odyssée. Je vais vous trouver ça dans 2 secondes. J'aurais dû faire une capture d'écran avec le logo pour que vous sachiez. Odyssée.com. De toute façon, ouais, c'est ça. Voilà, donc c'est ça, Odyssée.com. Ce sont les administrateurs de cette plateforme qui m'ont contacté pour m'inviter. Donc, ils nous déroulent un peu le tapis rouge. Il y a déjà Silvano Trotta qui est sur Odyssée, les décodeurs, Léonard des décodeurs, les décodeurs sont aussi sur Odyssée. Il y a ils ont des centaines de milliers de vues. Alors, c'est déjà bien enclenché. Il y a une liberté d'expression sur Odyssée. Donc, l'avantage de tout ça, c'est que auparavant, on avait toujours peur de se faire censurer. Donc, on retenait un peu notre propos. Et là, maintenant, on va pouvoir être plus libre et dire le fond de notre pensée sur les nouvelles plateformes. Donc, venez nous rejoindre sur Odyssée. C'est le nouveau YouTube. On aimerait ça récupérer nos 100 000 abonnés sur Odyssée. Donc, tous ceux qui étaient sur YouTube, qui fassent le transfert sur Odyssée. Dans la description de la vidéo, vous avez un lien. Juste en dessous de la vidéo, là, vous avez un lien dans les commentaires. C'est mon invitation à vous pour Odyssée. Donc, si vous cliquez là-dessus, parce qu'il y a un système de récompense aussi sur Odyssée, et si vous cliquez sur le lien qui est en dessous de cette vidéo, il y a comme des récompenses et pour vous et pour moi. Donc, j'ai pas vraiment étudié le système de crédit, là, mais c'est intéressant. Donc, c'est une invitation que je vous fais. C'est moi qui l'a fait, c'est moi qui vous invite sous la vidéo. Vous cliquez là-dessus pour rejoindre ma chaîne. Et si possible, inscrivez-vous comme il vous le demande, le plus complètement possible afin que tous les paramètres soient exacts. Donc, sur Odyssée, voilà, donc vous pouvez trouver la totalité de nos web journaux, tout ce qu'on a fait depuis le début sur Odyssée présentement. Il y a aussi, on s'est inscrit hier soir sur Gab, qui est un site aussi de liberté d'expression absolue. Ils ont tenté tous les sales coups pour faire fermer Gab. Ils ont accusé de tous les maux. Ils ont fermé ils leur ont coupé le socio-financement à Gab, etc. Mais le propriétaire de Gab a tenu bon. Il a maintenu la direction sur la liberté d'expression, donc il serait très surprenant qu'on se fasse censurer sur Gab et aussi VK. Donc Twitter, Gab, VK, Odyssée, plus éventuellement le site web quand on sera revenu financièrement sur pied, le site web de Radio-Québec. Voilà. Alors, sur Gab, c'est ça ici. Hein? Donc, Gab, c'est Gab, gab.com. Alexis Cossette-Rudel à Radio-Québec, donc @Radio-Québec, etc., plus VK. Voilà. Ça, là, vous pouvez nous trouver. On va, pour l'instant, sur Odyssée, il n'y a pas de live streaming, il n'y a pas de vidéo en direct, mais les propriétaires de la chaîne, les administrateurs m'ont dit que d'ici 3-4 semaines, il y allait avoir du streaming direct. Alors, on va être en direct et sur Twitter, et sur VK, et sur Odyssée. Alors, ça va être très intéressant. Voilà. Ça, c'est pour ça. Et on va terminer avec cette gigantesque nouvelle. Le convoi de samedi prochain. Alors, ils nous ont empêchés de faire des manifestations en personne. Ils ont envoyé l'anti-émeute contre des familles, des familles avec des poussettes, avec des enfants, donc contre les Québécois ordinaires, sans armes, pacifiques. Ils ont envoyé l'anti-émeute et donc on a arrêté les manifestations. On leur a donné le 28 jours, sauf que là, on arrive à la fin du 28 jours et ils augmentent la pression, ils augmentent les mesures coercitives.
On va en parler de toutes les incohérences, de tout ça, l'incohérence dans les chiffres. On va continuer à montrer ça parce que c'est important que vous le sachiez. Mais là, ici, on a décidé de faire un convoi automobile qui partirait comme de la région de Montréal vers Québec. Donc, samedi le 24, de 10h à 18h, joignez-vous à nous en automobile à ce convoi-là. Donc, le convoi a été approuvé par la Sûreté du Québec. Encore une fois, on fait selon les règles de l'art. On est pacifique, on n'est pas des violents, on n'est pas dans l'action illégale, on n'est pas dans le blocage de pont comme les crackpots de Extinction Rebellion qui ont bloqué le pont Jacques-Cartier, là, puis qui ont été invités sur le plateau, tout le monde en parle parce que c'était des héros, là. Nous autres, on fait pas ça, on respecte les lois, on fait ça avec la SQ. Ils nous présentent comme des dangereux, mais vous comprenez, c'est le jeu médiatique, hein. Donc, c'est approuvé par la SQ. On va rouler à 70 km/h dans la voie de droite. Ou la voie de gauche seulement. En tout cas, vous allez le voir, le convoi. Je pense que c'est la voie à 70 km/h, c'est la voie de droite. Il n'y aura pas d'arrêt durant le convoi. Si vous sortez du convoi pour quelque raison ce soit, vous devez attendre que le convoi finisse de passer avant de vous rejoindre au convoi parce que si vous voulez rentrer, quelqu'un va devoir ralentir, puis ça va ralentir toutes les voitures derrière. Et donc, si vous sortez du convoi, vous devez attendre la fin du convoi avant de réintroduire le convoi. On vous demande de rester calme, de rester pacifique. S'il y en a qui vous font des fuck you, des voitures qui vous insultent, etc., répondez-le avec le sourire, comme on a toujours fait jusqu'à maintenant. On a toujours été exemplaires, pacifiques et c'est pour ça qu'on a le vent dans les voiles. Alors, ça va être un événement historique. Il n'y a aucun mouvement qui a fait quelque chose comme ça à date, en tout cas pas pour le COVID. La nouvelle là-dedans, c'est que je vais être dans un hélicoptère. Je vais être dans un hélicoptère, un R-66 comme celui-là, à survoler le convoi et on va essayer avec Jonas du Call-In Show et Yandel, de Yandel Artist, là, qui prenait les photos lors des manifestations, on va faire quelques directs à partir de l'hélico qui survole le convoi. Vous allez pouvoir être dans le convoi. Si vous allez sur le site Facebook de la Fondation pour la protection de la liberté, des libertés du peuple, de Stéphane Blais, vous allez, et les autres, vous allez pouvoir avoir nos directs. Je vais aussi essayer de faire une coupe de directs sur Periscope, si mon compte est encore ouvert jusque-là. Alors, ça va être gigantesque. Si on est 5000 voitures, là, ça va peut-être faire comme un convoi d'une centaine de kilomètres ou quelque chose comme ça. Je veux dire, en tout cas, ça risque d'être majeur. Ouais. Et je sais de source sûre qu'il y a un intérêt médiatique énorme pour ça. Et qu'on va avoir une couverture, une visibilité médiatique qu'on n'a pas eu lors des autres manifs. Voilà. Alors, ici, je vous donne, vous pouvez faire une capture d'écran, faire pause sur la vidéo ou une capture d'écran. Donc, toute la population qui en a marre des mesures gouvernementales qui désire se faire entendre est invitée à prendre part au convoi à partir de l'un des endroits suivants. Point de départ. Stationnement du quartier 1030 derrière le magasin Winners à 11h. Stationnement du centre Laval à 10h15. Stationnement des Galeries de la Capitale près du Simons à 10h15. Costco de Sherbrooke à 11h15. Et là, vous avez voilà, donc les informations pertinentes. Faites une capture d'écran ou allez sur le site de la Fondation, le site Facebook de la Fondation pour la protection des libertés du peuple. Vous allez avoir tous les détails. Alors, c'est fou, hein? Eh oui, s'ils nous censurent, on va trouver d'autres moyens de manifester. Alors, est-ce que c'est Chicoutimi au Costco à 8h? C'est tout ça, François-Frédéric Gauthier? J'ai pas d'informations là-dessus. Alors, voilà. Alors, c'est ce que j'avais à vous dire. On va prendre peut-être quelques questions, commentaires. Est-ce que les camions lourds sont invités? Bien sûr, tout le monde est invité. La seule chose qu'on demande, en fait, c'est d'avoir un signe distinctif sur la voiture pour que ce soit bien clair que la voiture fait partie du convoi, c'est-à-dire, attacher comme coincer un drapeau dans une fenêtre. Faites attention pour que ce soit sécuritaire, là. Coincer je sais pas comment faire, là, mais il faudrait qu'il y ait une marque distinctive sur votre véhicule pour faire partie du convoi.
Autre chose? Non, ça roule pas présentement sur Odyssey, Anne Franqueur. Comme j'ai dit, Odyssey, ça va être dans 3-4 semaines qu'il va y avoir des possibilités de faire des directs. Ça va être le nouveau YouTube. Dans 3-4 semaines, Odyssey, et là, il y a de plus en plus de créateurs qui vont sur Odyssey. Là, je pense qu'il y a Timcast qui est là, il y a le Corbett Report qui est là, il y a plusieurs des gros noms qui s'en vont vers Odyssey et ça va devenir, j'ai l'impression, moi j'en ai regardé plusieurs, j'ai l'impression qu'Odyssey va prendre énormément de place à l'avenir. On salue les gens qui sont sur Twitch aussi. Ben oui, les Français, organisez-vous. Il y a quelqu'un qui dit le même convoi en France serait le bienvenu. Ici, nous sommes en couvre-feu dans plein de départements. Ben oui, mais organiser des convois comme ça, le jour de jour, à l'extérieur du couvre-feu. Et c'est ça. Et voilà. Donc, il y a des gens qui n'ont pas encore compris que tout ça, ça nous mène à l'élection. Hein. Tout ça pointe vers l'élection américaine. Il nous reste une douzaine de jours à traverser. On va voir qu'est-ce qui... Tu pourras faire un compte-rendu du débat de ce soir, Trump-Biden, peut-être. Ben là, c'est parce qu'il va falloir... je suis peut-être un petit peu moins présent sur les médias sociaux, mais je veux dire, je fais moins de directs de web journaux, mais il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. J'avais passé 48 heures, 2 jours à tout apprendre Vimeo, parce que c'était une nouvelle plateforme. Il y a un nouveau logiciel de streaming sur Vimeo qui était excellent, mais ils l'ont coupé. Fait qu'il y a du temps perdu. Là, il y a quand même pas mal de temps qui est passé à la réorganisation. Là, il y a le convoi. Il faut que je discute avec Jonas de la façon de faire ça dans l'hélico. Il y a quand même pas mal d'organisation derrière tout ça. Alors, je ne sais pas quand est-ce que je vais avoir le temps. Je vais peut-être faire des interventions peut-être plus courtes. J'avais parlé de ça l'été dernier, faire des interventions plus courtes. Finalement, c'est toujours plus long que ce que je pense. Mais on est en train de se reconstruire sur des bases plus solides. Tout le monde me l'a dit. On savait, Alexis, que tu allais te faire censurer à un moment donné, d'une façon ou d'une autre, avec les trucs que tu abordes. Oui, sauf que ça frappe quand ça arrive, là, et puis ça prend du temps de se réorganiser. Mais on va se réorganiser plus solide. C'est ça qui est intéressant. As-tu le lien PayPal et autres? Bof, c'était pas un web journal, alors j'ai pas pensé, mais c'est paypal.me/Alexis Cossette. Paypal.me/Alexis Cossette. Oui, oui, je pense que Trump va passer, Nancy. Il exude la confiance. C'est comme déjà joué pour lui, là. Et je pense, de la façon dont il est, là, ça n'a pas l'air d'être... Vous allez me dire, oui, oui, il fait ça, c'est du marketing, etc. Mais ça n'a pas l'air d'être du marketing. Et je vous l'ai dit que c'était sûr qu'il allait passer, c'est parce qu'ils ont... Le Parti démocrate est associé à la radicalisation, c'est-à-dire que ils essaient de faire passer QAnon pour quelque chose de violent, alors que ce n'est pas. Il y a comme 40, peut-être même, il y a autour de 40 millions de personnes qui sont dans la mouvance QAnon aux États-Unis. Là, puis la seule chose qu'ils sont capables de montrer, là, c'est comme un... Comment dire, là, un agent provocateur qui a fait quelque chose sur un pont, puis un gars qui a écrit le signe Q là, dans une salle de cours sur sa main. Alors que du côté adverse, les Antifa et Black Lives Matter ont littéralement pris les armes et ont tué des policiers. Vous comprenez que ils essaient de détourner l'attention sur QAnon alors que c'est comme ils font ça toujours, alors qu'eux sont coupables de meurtres, d'insurrection, je veux dire, de pillage, d'incendiaires, d'actions incendiaires, d'avoir de sédition même. Hein, ils ont fait un quartier à Seattle, là, et de meurtre de policiers, vous comprenez? Et ils essayent de montrer que QAnon est violent. C'est complètement ridicule, vous comprenez? C'est complètement ridicule. Alors, ce qui nous prépare un attentat sous faux drapeau, ça c'est la question à se poser. Ça pourrait être une stratégie de l'État profond, hein, à remettre tout. Q a averti les gens qui suivent le site là, de faire attention à ce genre de choses-là. On n'est pas immunisé contre un attentat sous faux drapeau. Voilà. Merci Bernard.
c'est ça, les démocrates maintenant sont... je l'ai expliqué en 2018, c'était quoi la stratégie de Trump avec les démocrates? C'était de les radicaliser. Radicaliser la base démocrate. Il l'a fait en... Je l'ai expliqué plein de fois, là, en élevant au statut d'interlocuteur privilégié la base radicale du Parti démocrate, là, les Ocasio-Cortez, etc. Et il l'a fait aussi, je veux dire, je veux dire, c'est ça, en élevant, je veux dire, comment je pourrais dire, parce qu'il faudrait que j'explique comment il l'a fait, là, mais il a fait en sorte que le Parti démocrate, maintenant que ce soit les radicaux qui soient en contrôle du Parti démocrate. Les gens qui appuient là, une radicalité, je veux dire, des mesures, le Green New Deal, où est-ce qu'on coupe complètement toutes les énergies fossiles, je veux dire, en Amérique du Nord, là, avec l'hiver, etc., là, c'est pas possible. Donc, une destruction économique complète, les antifas, Black Lives Matter, etc., c'est ça. Là, les idéologues d'extrême gauche sont devenus le Parti démocrate, alors que le Parti démocrate a toujours été comme un parti relativement centriste. Hein, c'est le Parti des travailleurs. Mais là, le Parti démocrate, ce n'est plus le Parti des travailleurs. Ce sont les républicains de Trump qui sont devenus le Parti des travailleurs, tu sais, le Working Joe, là, ce qu'on appelle le gars de la shop, le travailleur d'usine, maintenant vote pour Trump, ne vote plus pour le Parti démocrate. C'est ça, le changement tectonique. C'est ça, c'est que le travailleur d'usine, maintenant, vote pour Trump au lieu de voter démocrate. Et à partir du moment où ça devient une réalité, c'est terminé. C'est terminé. Je vais terminer, j'avais oublié de vous montrer un clip très intéressant de Michel Onfray qui explique justement tout ce glissement, ce combat contre l'État profond et le glissement vers le gouvernement mondial. Voilà. Est-ce que l'État profond américain et l'État profond français ont quelques ressemblances malgré effectivement ce qui les sépare? Mais je pense que l'État profond n'est pas national, c'est un État international. Je vais faire référence à un autre nazi qui s'appelle Jacques Attali et qui a écrit un livre qui s'appelle Qui gouvernera le monde. Nous avons recensé positivement le livre de Jacques Attali dans notre revue. Donc pour une revue nazie, hein, je trouve que on fait des efforts parce que Jacques Attali pose la bonne question et je le dis sans ironie, sans acrimonie. Je pense qu'effectivement il y a un projet de gouvernement planétaire auquel d'ailleurs aspire Jacques Attali. Il a l'honnêteté de le dire. La gouvernance mondiale. La gouvernance mondiale et la gouvernance mondiale, l'État profond est l'instrument de la gouvernance mondiale. Cet État profond, il existe justement avec des salariés de l'État profond comme Askolovitch, parce qu'il s'agit tous les jours non pas de faire de l'information mais de la propagande. Et on fait la propagande pour un grand marché universel et planétaire avec pour horizon presque indépassable, je dirais, le transhumanisme. Voilà à quoi travaillent ces gens-là. C'est-à-dire à la réification de toute chose, réification c'est-à-dire transformation de toute chose en objet, parce que quand vous avez transformé les êtres en objets, vous pouvez les vendre, vous pouvez les louer, vous pouvez les réparer, vous pouvez faire des pièces détachées. Vous avez tout à l'heure parlé de ces enfants dont la gauche, je mets ça entre guillemets parce que j'estime que ça n'est plus la gauche, mais je veux dire que dans la gauche estime qu'à 9 mois, pour des raisons psychosociales, on peut les extraire du ventre d'une femme et leur faire une piqûre létale. Si ces gens-là pensent effectivement que je suis un nazi parce que nous nous interrogeons sur l'état profond, alors que eux estiment effectivement qu'on peut arracher les enfants du ventre des femmes, leur mettre des piqûres, leur faire des piqûres pour les tuer pour des raisons psychosociales, de fait, je n'ai pas grand-chose à voir avec cette gauche-là, mais je me dis, ils sont en train de travailler comme à pour les vieux, hein, comme ce qu'il faut exactement, pour les vieux, vous avez complètement raison, à l'autre extrémité de la vie, c'est ça. Vous n'êtes plus productif, eh bien on vous détruit. Et c'est formidable le Covid pour ça. On met les personnes âgées, on se débrouille pour faire de telle sorte qu'on les tue socialement déjà en les plaçant dans des endroits comme cela. Après on les tue affectivement. Dans ces endroits-là, on leur dit vous ne verrez pas vos enfants, vos petits-enfants, ou alors vous les verrez de loin, et ils vous feront des signes désespérés derrière une vitre, et ils auront des masques, etc., etc. Et on dit mais réification, vous êtes un enfant, vous n'existez pas, vous êtes une petite chose de rien du tout, vous êtes une personne âgée, fragile, faible, etc. Vous êtes un handicapé, c'est aussi ça. Donc voilà, on se permet de parler d'état profond, de gouvernance mondiale, de transhumanisme, etc. Imaginez tenir c'est des propos que je pourrais tenir moi-même, mais ici au Québec, tenir des propos comme ça, on se fait traiter de complotiste. Il y a personne qui parle de l'état profond au Québec. Vous comprenez? Et ça, c'est ce dont je me suis rendu compte finalement. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours pensé qu'au Québec, c'était tranquille, qu'il se passait pas grand-chose. Mais c'est un des endroits où les mondialistes exercent un des endroits dans le monde où les mondialistes exercent le plus de contrôle sur l'esprit des gens.
Il n'y a, contrairement à ailleurs dans le monde, là, aucun débat au Québec. C'est comme si les mondialistes considèrent que nous sommes un peuple de Gaulois réfractaires, là, je veux dire, historiquement, indisciplinés, etc., et que vaut mieux garder le couvercle sur la marmite du Québec et ne pas permettre aux Québécois de penser par eux-mêmes. Et voilà. Alors, tenir des propos comme ça, si ces propos-là étaient tenus au Québec, ça créerait un tollé dans les médias. Voilà. Alors, autre chose, les camps COVID à Trudeau, je me suis pas penché sur le sujet. J'ai vu ça passer, c'est parce que la raison pour laquelle je me suis pas penché sur le sujet, c'est que il y a plein de gens qui m'ont envoyé des trucs, là, genre l'armée achète tel type d'équipement, etc. Et puis ça fait depuis le début de la COVID qu'il y a des gens qui disent ouais, on a vu des mouvements de troupes juste devant chez nous, les tanks sont passés, on a entendu des hélicoptères, puis il se passe finalement jamais vraiment grand chose. C'est difficile de savoir qu'est-ce que l'armée fait. Et c'est pour ça que je suis pas rentré dans le truc des camps COVID à Trudeau. Cependant, évidemment, si une telle chose se produisait, vous comprendrez que ça créerait un tollé dans la population et ça ferait en sorte, encore une fois, ça réveillerait les gens. La censure de Radio-Québec a déjà réveillé comme pas mal de monde. Il y a d'autres personnes qui se sont réveillées, là, qui ont dit ça n'a pas d'allure, ça n'a pas d'allure. Des personnes qui n'étaient pas nécessairement d'accord avec nos idées, mais qui au moins étaient prêtes à ce qu'on puisse en parler. Surtout que c'est pas farfelu, c'est toujours appuyé sur des sources. Alors là, ils se rendent compte que même quand c'est appuyé sur des sources, on peut pas en parler et qu'il y a des sujets qui sont tabous, qu'on essaye de faire taire des gens, même si les propos sont articulés et tout à fait raisonnables. De toute façon, on fait taire des spécialistes aux États-Unis. Vous comprenez que les gens se rendent compte de ça, qu'on est en train de perdre la liberté d'expression. Et ça fait réagir les gens. Et là, si on passe à l'étape supérieure, c'est-à-dire qu'il y a des camps de concentration, etc., puis on arrête les gens dans la rue, comme en URSS dans les années 20, les années 30, si c'est ça que ça prend pour faire réveiller les gens, moi, je suis prêt à y passer, vous comprenez? Est-ce qu'on va se laisser là-dessus? On se laisse là-dessus. Déjà 47 minutes. Moi, je pensais faire 15 minutes. Encore une fois, je me suis laissé aller. Alors, ça a fait plaisir de vous rencontrer, tout le monde. Depuis, ça faisait comme presque 2 semaines que j'avais pas fait de web journal. On va recommencer graduellement à en refaire. On est en train de se restructurer et on va être, d'ici quelques mois, inattaquable, plus fort que jamais et surtout avec une parole libérée parce qu'on n'aura plus peur de la censure. Vous comprenez quel avantage ça a? C'est-à-dire qu'on paye un coût. Il y a quelque chose, on paye... on paye quelque chose parce qu'on a perdu des abonnés, mais on gagne en clarté et en liberté de parole. Ça, c'est intéressant. Voilà. Alors, salut tout le monde. On se donne rendez-vous ce samedi, le 24, pour le convoi. Joignez-vous au convoi dans la file de véhicules. Moi, je vais circuler dans l'hélicoptère au-dessus de vous. On vous fera des babayes. On fera des directs aussi sur le site Facebook de la Fondation pour la protection des libertés du peuple. Allez, salut tout le monde. Il n'y a pas de outro parce que c'était pas un web journal. Il n'y avait pas d'intro non plus. Alors, on se donne rendez-vous à quelque part la semaine prochaine. Salut! Inscrivez-vous à Odyssey, Gab et sur VK aussi. VK, il y a comme plein d'amis qui sont en retard, des demandes d'amis là, que j'ai pas acceptées. C'est parce qu'il faut les accepter une par une, puis il y en a beaucoup, il y en a comme des milliers. Fait que, mais en tout cas, allez, à la semaine prochaine. Salut tout le monde. Bon débat ce soir. Je serais surpris qu'on en ait parlé à la télévision, puisqu'il s'agit de nouvelles absolument fantastiques, un des plus beaux jours, peut-être dans les annales de l'humanité, il y a 2 ou 3 jours, alors